Depuis toujours, le Royaume-Uni entretenait une relation particulière avec l'Union européenne. Ils n'ont pas été dans les États fondateurs et à chaque étape de la construction européenne, ils ont développé leur propre position. Et pourtant, dans cette relation ambiguë, je pense qu'ils apportaient beaucoup à l'Union européenne. Et j'étais favorable à ce qu'ils restent dans l'Union européenne. Pour eux, bien sûr, mais pour nous aussi, parce que je pense que qui peut imaginer que nous n'avons pas beaucoup à apprendre de cette grande nation qu'est le Royaume-Uni. Monsieur David Cameron a choisi de poser une question à son pays et il a perdu parce qu'il s'était officiellement engagé pour le maintien dans l'Union européenne et les Britanniques, alors même qu'ils ont vécu le drame de l'assassinat de Jo Cox, qui était partisante du Remain, ce qui, d'une certaine manière, a fait basculer la balance. On s'est dit, le Royaume-Uni va rester après un tel drame. Mais la réalité, c'est que les Britanniques ont quasiment à 52% dit qu'ils voulaient sortir du Royaume-Uni. Alors, je pense que M. Cameron a pris devant l'histoire une responsabilité terrible pour son pays, pour l'Union européenne dans son ensemble. Une responsabilité terrible d'abord parce qu'il était incapable de réconcilier les pro-européens et les anti-européens à l'intérieur du Parti conservateur qu'il a pris ce risque et qu'on voit l'effet de tremblement que cela produit. Lorsque l'on regarde la carte de cette élection, de ce vote, c'est très impressionnant. Mais maintenant que le vote est là, nous devons être très vigilants. Parce que si on ignore ce que les Britanniques ont voté, alors on prend le risque de faire vivre les marchés contre la démocratie. À Bruxelles, je le vois. Depuis vendredi dernier, chacun se mobilise pour trouver un moyen finalement presque de contourner ce qui a été le vote majoritaire du peuple britannique. Si nous faisons cela, alors je le dis, ce sera une porte ouverte vraiment à tous les nationalismes, à tous les populistes. Le peuple britannique s'est prononcé, il est de la responsabilité des autorités britanniques maintenant de déposer dans les plus brefs délais les outils juridiques qui permettent de mettre en œuvre la procédure dite de retrait. Maintenant que le peuple britannique s'est prononcé, il appartient aux autorités, sans doute par M. Cameron, puisqu'il a indiqué qu'il allait démissionner en cas de victoire du Brexit, mais il appartient aux autorités britanniques, dans les plus brefs délais, de déposer les outils de l'article 50. L'article 50, dont tout le monde découvre l'existence depuis vendredi dernier, c'est cet article qui a été introduit à la demande des Britanniques déjà au moment du traité de Lisbonne, qui prévoit qu'un État membre peut se retirer de l'Union européenne. C'est au pays qui souhaite se retirer d'engager la procédure en déposant cette demande devant le Conseil européen. Et à partir de là s'engage une période qui peut durer 2 ans et qui peut être renouvelée s'il y a un vote à la majorité au Conseil pour dire qu'au bout de 2 ans, on n'a pas achevé la procédure. L'idée, je pense, si on considère que tout le monde a besoin d'une clarification, de vérifier comment est-ce qu'à partir de ce choc, on peut rebondir les uns et les autres, c'est sans doute d'avoir la procédure la plus sérieuse, la plus professionnelle possible, la plus rigoureuse, mais aussi la plus brève possible. En tout cas, moi, je suis favorable à ce que ce délai de 2 ans ne soit pas prolongé et que donc on se mette en ordre de bataille rapidement pour que le Conseil européen puisse enregistrer cette demande et que le Conseil, la Commission et le Parlement européen, chacun dans son rôle, car les 3 institutions seront mobilisées par la mise en œuvre de cet article 101. Du côté du Parlement européen, nous serons concernés puisque nous devrons
à la fin approuver l'accord qui aura été trouvé. Alors évidemment, si nous devons approuver l'accord in fine, comme toujours dans ces cas-là, le Parlement européen demandera à être associé tout au fil de la négociation, puisque quel que soit le statut qui suivra ce retrait, cela aura un impact sur beaucoup des législations où le Parlement européen est co-législateur. Alors, il y a une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a deux choses différentes. Il y a d'une part la mobilisation de l'article 50, comment est-ce que le Royaume-Uni se retire de l'Union européenne, et puis ensuite, évidemment, on ne va pas être dans un désert complet de relations. Le Royaume-Uni est à côté, c'est notre voisin, même si c'est de l'autre côté de la Manche. Et donc, il faudra définir quelle est la nature des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni une fois qu'il se sera retiré. Mais d'abord, il faut que les choses se passent dans cet ordre-là. D'abord, le Royaume-Uni se retire et ensuite, on discute de la nature de la relation qui est engagée. Et là, c'est à la fois aux pays de l'Union européenne de définir dans quelles conditions ils acceptent de s'engager sur une nouvelle voie. Et c'est au Royaume-Uni aussi de dire quel est le type de relation qu'il veut. Est-ce qu'il veut un statut du type de la Norvège, qui est acteur du marché intérieur de l'Union européenne, mais qui en échange contribue au budget de l'Union européenne et accepte les 4 libertés, dont celle de la migration, dont on sait qu'elle a joué un rôle très important dans le vote au Royaume-Uni. Est-ce que c'est une relation comme celle que l'Union européenne entretient avec la Suisse, ou est-ce que c'est un accord de commerce classique ? Tout cela a des conséquences très concrètes sur l'impact, par exemple, pour la Cité de Londres, et notamment pour ce fameux passeport pour les produits financiers produits par la place financière de Londres. Et puis, bien évidemment, on voit bien qu'en arrière-plan, du côté britannique, la question de la migration sera très importante, y compris les migrations intra-européennes, qui ont joué un rôle si important dans le référendum. Mais là, je crois que nous devons être très clairs. Il ne peut pas y avoir une liberté des capitaux et pas de liberté de circulation des personnes. Ce qu'on appelle les 4 libertés vont ensemble, et c'est où toutes les libertés, les 4 libertés fondatrices de l'Union européenne, dans le cadre d'un accord type celui que l'Union européenne entretient avec la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, où c'est un accord de commerce. Et dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir les mêmes avantages. Et maintenant, que faisons-nous? C'est une question qui nous est posée à nous Français, à nous Européens. C'est une question majeure. Est-ce que nous nous laissons embarqués dans cette tourmente? Est-ce que nous donnons raison à ceux qui sont partisans de l'Europe des nations, à ceux qui pensent qu'au XXIe siècle, un État membre peut s'en sortir seul? Ou est-ce que nous rebondissons? Et sur quelle base? Je ne vais pas vous surprendre en vous disant que pour moi, bien sûr, nous devons être unis et forts. Mais ça ne peut pas être dans n'importe quelle condition, et il faut tirer des enseignements de ce qui s'est passé. Le Royaume-Uni, c'est vrai, entretenait une relation particulière avec l'Union européenne. Il n'était pas membre de Schengen, il n'était pas membre de l'euro, il n'appliquait pas la charte des droits fondamentaux. Mais quand même, la façon dont la question a été posée aux Britanniques, c'est la fin de cette idée que, à travers le marché intérieur, nous allions devenir plus riches, plus forts, etc. La vision qu'avait le Royaume-Uni de l'Union européenne, c'était le marché intérieur. D'ailleurs, c'était très intéressant. Souvent, David Cameron ne parlait pas de l'Union européenne, il disait juste le marché intérieur. Et c'est cette vision-là qui est mise en échec par le référendum britannique. Alors, je crois que pour nous, Français, pour nous, sociodémocrates, ça nous donne une responsabilité très particulière. D'une certaine manière, nous avions anticipé la situation. Et dès le 9 mai cette année, c'est-à-dire le jour anniversaire de la déclaration de Schuman, qui est à l'origine de l'Union européenne, l'ensemble des députés, des sénateurs, des députés européens socialistes, derrière Jean-Christophe Cambadélis, avaient proposé ce qu'on pourrait appeler un appel du 9 mai, dans lequel nous appelions, quel que soit le résultat au Royaume-Uni, à refonder l'Union européenne. Et je crois que c'est devant cette responsabilité que nous sommes, responsabilité qui doit nous conduire
à bien sûr regarder les défis auxquels nous avons à faire face, mais aussi à regarder quels sont nos atouts. Et dans ce 21e siècle, dont on voit déjà beaucoup des tensions qu'il peut produire dans un monde qui est devenu apolaire, dans un monde où la mondialisation à la fois produit des avancées formidables, mais aussi produit des ravages, eh bien nous devons bien sûr consolider notre capacité à être acteurs sur la scène internationale, à assurer notre sécurité, à lutter contre le terrorisme. Nous sommes quand même le pays, le continent où cette COP21 a eu lieu, où donc la question d'un nouveau modèle de croissance dans lequel nous pourrions être exemplaires doit nous mobiliser. Et je n'étonnerai personne en vous disant que pour moi, ce qui se joue autour de la zone euro, de l'euro, est absolument majeur. Ça suppose pour nous, les Français, une clarification. Nous devons sortir de nos ambiguïtés. Nous avons voulu l'euro. Je sais que les Français y sont très attachés, savent à quel point cet euro peut être protecteur. Alors il faut aller au bout de cette logique. J'entends certains, par exemple en Allemagne, nous dire mais voilà, on a une division de l'Europe qui arrive aujourd'hui avec ce départ des Britanniques. On ne va pas aggraver les divisions en faisant quelque chose qui ne concernerait pas tous les 27 États membres. À cela, je leur dis, il faut raisonner dans l'autre sens. Si nous pensons que cet ensemble de 27 États membres est important, alors il faut que l'euro tienne. Et pour que l'euro tienne, il faut s'en occuper de manière très, très importante. Il faut régler les problèmes de dysfonctionnement de l'euro. Il faut que nous assumions que de partager une monnaie, eh bien, c'est partager aussi une certaine forme d'union politique. Et je dis ça en tant que socialiste française, tant je mesure que parfois nous avons nos contradictions. Bien sûr, nous disons il faut aller de l'avant en matière d'harmonisation fiscale ou de normes sociales minimum. Mais ça veut dire plus, ça veut dire décider ensemble. Et pour ça, je crois que la France a une responsabilité toute particulière et que c'était déjà vrai avant le référendum, ça l'est encore plus aujourd'hui. On attend que la France fasse des propositions en ce sens, qui soient des propositions fortes. Et puis, dernier chantier, évidemment, c'est celui de la jeunesse. C'est terrible les images qui nous viennent de Londres. On voit ces jeunes qui sont furieux du résultat. Et ce sont des jeunes qui ne sont pas allés voter. Donc à la fois, nous devons nous préoccuper de l'image, du modèle, du projet que nous proposons à la jeunesse, mais la jeunesse doit aussi prendre sa responsabilité, nous aider à inventer ce monde de demain, cette réponse aux défis qui sont les nôtres pour demain. Voilà un chantier immense, c'est un chantier dans lequel l'enjeu de l'Union européenne est en cause, dans lequel je crois notre famille politique, social-démocrate, a une responsabilité très particulière, tant c'est à elle qu'appartient de définir les solutions. Les 4 chantiers que j'ai proposés sont des chantiers pour la social-démocratie. Et puis derrière tout ça, à la fin, je crois que c'est aussi un défi pour les démocrates.